Le programme ultime pour gagner des millions avec les shitcoins. Oui. Bon, le programme Shitcoin Master, c'est un programme qu'on a mis sur pied de A à Z. Quand je commençais la crypto, les shitcoins, c'était vraiment de la merde. Parce que dans la première formation que j'ai suivie, par exemple, les shitcoins, c'était totalement presque interdit d'investir là-dessus. Jusqu'à ce que l'un d'entre nous dans le programme mette, je crois qu'il a mis peut-être 1500 dollars sur le Shibo, un truc comme ça. Il est sorti, ça avait 40 000 dollars, ça avait combien? Ce qu'on essaie de faire quand même pour ne pas, pour impliquer la communauté, parce que c'est très important pour nous d'impliquer la communauté. On reste toujours dans l'optique de, parce que avec le temps, on s'est rendu compte que tu peux essayer d'aider un maximum de personnes, tu ne peux pas aider tout le monde. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on les aide. Il y a des gens que tu ne dois pas tenter d'aider. Sinon, c'est toi qui vas tomber. Exactement. Maintenant, donc, dans la communauté, un projet comme Coexix, par exemple, on implique certaines personnes. Il y a des personnes dans la communauté qui se démarquent. À ces personnes, on va dire, OK, on a un projet qu'on est en train de mettre sur pied. Celui qui veut mettre un billet, il met un billet. On a réussi à décentraliser le monde entier. J'avais dit que les problèmes que j'ai pour transférer l'argent, parce qu'en même temps, j'avais commencé à faire un business dans ça aussi. Oui. Parce que dans la communauté de cette plateforme, il y avait beaucoup de business. Et moi, je me suis positionné comme un des leaders de l'Europe, Angleterre. Oui. Et il y avait donc beaucoup de transactions. J'ai un très bon ami du côté de la Guinée-Conakry qui m'a introduit dans ça. Le business avec les bitcoins, acheter, vendre, acheter, vendre. L'achat-vente, oui. L'achat-vente, c'était extraordinaire. Quand j'ai vu donc la portée de la chose, j'ai dit, après, si ça n'a pas de limite, tu peux être partout, tu fais. Il y a beaucoup de ramifications. L'Afrique, en réalité, ça n'existe pas. C'est la somme des Africains qui font l'Afrique. Ce qui fait que c'est sur les personnes qu'il faut travailler. Et il y a des situations que tu ne peux pas changer. Tu peux faire simplement ce que tu as fait, éveiller les consciences que tu peux éveiller. Et plus il y en aura, plus ce serait mieux. Ce qui fait que c'est pour ça que quand j'ai dit sauver l'Afrique, après j'ai dit erreur fatale. Parce que quand tu te mets dans cette position, tu as l'impression que tu vas claquer quelque chose et puis ça va changer. Oui, exactement. Pourtant, ce n'est pas ça. Les réalités sur le terrain sont parfois un peu très difficiles. Sont différentes. Bonjour ou bonsoir selon laquelle vous regardez cette émission. Aujourd'hui, sur Oma Talk, nous recevons un homme, mais pas n'importe lequel. Un homme qui s'est donné pour mission l'éveil de la conscience africaine. Un entrepreneur passionné d'agro-industrie, mais aussi et surtout de crypto-monnaies. Il s'inspire des figures emblématiques telles que Thomas Sankara pour réveiller les consciences, bâtir un avenir solide en Afrique. Mesdames et messieurs, accueillez coach Zangué. Bienvenue, coach. J'espère que la présentation n'a pas été mauvaise. Merci. La présentation a été excellente. Je me suis senti flatté. Merci. D'accord. J'espère que le parcours jusqu'ici n'a pas été très, très difficile. Jusqu'à ce lieu ou bien jusqu'à ce lieu. Non, ça va, c'est tranquille, pas de souci. Et j'ai remarqué une chose que j'apprécie beaucoup. Tu es très, très ponctuel. Oui, le temps, c'est l'argent. Le temps, c'est tout, en fait. C'est très, très important. Oui, Bon, voilà, j'ai essayé de faire une introduction un peu par rapport à ce que j'ai vu sur ton contenu. J'ai pas vraiment connaissance de qui est le personnage, mis à part celui que je vois sur les réseaux sociaux, YouTube, TikTok et tout ça. Est-ce que tu peux te présenter pour toute la communauté? Qui est coach Zangué? Oui, donc déjà, merci une fois de plus pour l'invitation et pour tout le travail que tu fais. Je suis ton contenu également et je découvre beaucoup de personnes de l'écosystème à travers. Donc moi, je suis Zangué Tejiego Nelson, communément appelé coach Zangué. Je me définis comme étant un battant qui a un problème. Et mon problème, c'est que dès le bas âge, quand je me suis rendu compte de la position de l'Afrique, j'ai eu des problèmes, j'ai eu un traumatisme en fait. Parce que je me souviens encore, c'était la musique de Longuet, Ayo Africa, et puis Alain Foucault également, avec Archives d'Afrique, qui m'ont réveillé. Et là, je me suis dit, comment est-ce possible que tout un continent soit dominé? C'est-à-dire, c'est grand l'Afrique, c'est beaucoup de personnes, mais comment est-ce qu'on parvient à dominer tout un continent pendant autant de temps, au point où nous sommes la queue du monde? Donc, ça m'a profondément défini. Et depuis ce temps, je me suis donné pour mission, pour combat, de contribuer à ce que les choses aillent mieux. Donc ça, c'est vraiment le fond du coach Zangué. Tout ce que je vais faire après, ça concerne ça. Après, je commence à fouiller comment est-ce que je peux faire. Est-ce que c'est la politique pour aller comme Mohamed Kadhafi, comme Sankara par exemple, ou bien mettre l'armée là-dedans pour faire un coup d'État comme... Bon, faut pas qu'on parle de coup d'État ici. C'est faux, hein?
Oui, oui, je pensais à ça vraiment parce que je connais très bien l'histoire de Kadhafi. Oui, Je connais oui. très bien l'histoire de Sankara, qui est l'un de mes idoles, l'un de mes héros. Ou bien c'est euh, la voie, bon, ça, j'ai découvert ça après, la voie de l'argent. Oui, oui. Quand j'ai compris que l'industrie, en fait, l'argent, c'est ce qui contrôle tout ça en arrière-plan, je me suis dit, OK, on va chercher l'argent. J'ai donc commencé de fil en aiguille comme ça à investir, à travailler, à bosser vraiment dur. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans plusieurs secteurs d'activité, le e-commerce, l'agro-industrie, la crypto-monnaie et plusieurs autres choses. Donc, en gros, c'est ça, ma personne, ce qui me définit profondément. À côté, bon, je suis marié, père de quelques enfants. Et, et voilà. Et Donc, oui, c'est non, ça. les enfants, c'est une très grande richesse. Absolument. J'ai essayé de regarder, de parcourir un peu ton contenu parce que je cherchais à savoir qui est cet homme qui se met en avant, qui se donne autant à fond pour créer de la valeur gratuitement parce que beaucoup de gens ne savent pas. Le travail que tu as bas, on doit même te payer pour ça. On doit te payer pour ça. Il faut, faut que les gens Oui, comprennent ça comme ça. oui, ben Oui, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de c'est travail. beaucoup. Donc, du coup, Mhm. je suis tombé sur une vidéo où tu as un peu parlé de ton parcours, tes déboires et tout. Mhm. La première question, c'est pourquoi avoir quitté l'Europe dans un premier temps, revenir t'installer en Afrique? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis, comme je dis, je suis un battant Oui, oui. et j'ai toujours marché à contre-courant. Ce qui fait que quand je vois la masse partir quelque part, je sens que c'est pas, pour moi, c'est un signe que c'est pas là-bas, en fait. Et une chose que j'ai compris avec le temps, c'est que l'Afrique, c'est là où tout a commencé et c'est là où tout va finir. C'est là où tout Exactement. se joue. Étant là-bas, on voit comment tous essayent de venir ici. Je parle des Européens, tous essayent de venir ici. Et moi, je me dis donc, OK, il faut que je me positionne aussi. Je suis rentré en 2021, étant parti en 2013 du côté Oh, de l'Allemagne. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que c'était pas ma première fois de rentrer. C'est vrai, je rentrais chaque année, parce oui, qu'étant oui. étudiant, je travaillais comme un malade pour pouvoir rentrer chaque année. Bon, pour deux raisons. Principalement pour les projets que je mettais sur pied ici à partir de 2015, mais aussi parce que celle qui est devenue ma femme était encore ici au pays. Donc, je rentrais Exactement. chaque année pour ces raisons-là. Et première fois que je suis rentré définitivement, c'était en 2015. J'ai supporté 6 mois, mais après, j'ai dû faire demi-tour. D'abord pour les raisons familiales. La famille devenait dingue. Comment on envoie l'enfant, il ne finit même pas l'école. Il est rentré, il dit qu'il fait l'entrepreneuriat, il fabrique les savons, il fabrique les trucs, il fait les poulaillers, les trucs. C'est la folie. Bon, et puis je me suis dit, ça te sert à quoi d'avoir les milliards si ta maman fait une crise cardiaque, par exemple? Oui, oui. J'ai dit, OK, je rentre chercher les diplômes. Je suis rentré, j'ai terminé, j'ai commencé à travailler là-bas. Et puis en 2020, j'ai donc démissionné, je me suis préparé. 2021, je suis rentré. Donc, je décide donc de rentrer parce que mon cœur est ici, en fait. Et quand je regarde même la possibilité de déploiement, il n'y a aucun match. Oui, Là-bas en oui. Allemagne, j'avais une entreprise également. Ici, j'ai aussi des entreprises. C'est pas la même chose. Ici, on a une liberté terrible. C'est Énorme. vrai, il y a le pour et le contre Il n'y a de pas deux encore beaucoup côtés. de régulation sur certains secteurs. Exactement. Donc, il n'y a même pas un match dans la capacité de déploiement. Ici, la difficulté va être que tu es vraiment livré à toi-même. Tu dois te battre. J'ai subi beaucoup de choses négatives. Tu ne peux compter sur personne, en fait. Oui, oui. Là-bas, au moins, il y a un certain encadrement et tout ça. Mais pour un entrepreneur, pour un battant, le terrain est toujours fertile. Donc, il n'y a pas à compter sur quoi que ce soit. Ce qui fait que pour moi, le terrain idéal, c'est ici, où je peux me déployer. Donc, c'est tout ça qui m'amène ici pour commencer donc à déployer ces projets, pour maintenant aller conquérir le monde avec. D'accord. Dans l'une des vidéos sur TikTok que tu as publié récemment, intitulée Bref, tu as Mhm. dit ceci, je cite, tu dis être rentré pour sauver l'Afrique. Oui, Sauver de quoi exactement? ok. Bon, dans la vidéo là, même le bref là, j'ai dit pour sauver l'Afrique. Après, j'ai dit erreur fatale. Ah, Si tu suis oui, bien. oui, Après, oui. j'ai dit erreur fatale. Bon, parce que j'ai toujours été très passionné. La Oui, oui. passion. J'ai appris aussi avec le temps une leçon, c'est que à chaque fois que tu es radical sur quelque chose, tu as forcément tort. La vérité se trouve toujours quelque part au milieu. Mhm. Et à cette période-là, j'étais radical. J'étais vraiment radical du genre. Je sais pas si tu connais Jean-Paul Pougala, le professeur Pougala. J'ai entendu parler quand même. Oui, nous sommes parmi ses premiers étudiants. En 2014, on a suivi sa formation. Géostratégie africaine.
C'est le monsieur, quand il te parle, mon frère, tu deviens autre chose. Donc, j'ai toujours été radical comme ça. Ce qui fait que dans ma tête, c'est vraiment sauver l'Afrique. C'était vraiment sauver l'Afrique. Mais ce que tu ne prends pas en compte quand tu es dans cet esprit-là, dans cet emballage-là, c'est que l'Afrique, en réalité, ça n'existe pas. C'est la somme des Africains qui font l'Afrique. Ce qui fait que c'est sur les personnes qu'il faut travailler. Et il y a des situations que tu ne peux pas changer. Tu peux faire simplement ce que tu as fait, éveiller les consciences que tu peux éveiller. Et plus il y en aura, plus ce serait mieux. Ce qui fait que c'est pour ça que quand j'ai dit sauver l'Afrique, après j'ai dit erreur fatale. Parce que quand tu te mets dans cette position, tu as l'impression que tu vas claquer quelque chose et puis ça va changer. Oui, exactement. Pourtant, ce n'est pas ça. Les réalités sur le terrain sont parfois un peu très difficiles. Sont différentes. Quand tu arrives, tu te rends compte que tu es un petit machin dans un ensemble. C'est vrai, petit machin, ça peut avoir un très grand impact, mais tu ne dois pas croire que tu vas venir sauver en fait. Tu vas faire ton travail et puis les générations suivantes vont faire également le leur. Exactement, exactement. Oui. Là, je comprends mieux. Voilà. Je me suis posé la question un peu. Voilà. Et quand tu es revenu, tu as dit, tu as creusé des puits. Oui. Tu as même mis l'extrait des vidéos. Oui. Quand moi, je compare et vois le personnage qu'aujourd'hui et le mec qui creusait les puits, il dit, ah, il y a un fossé entre vous deux. Oui. Tu as vendu au marché. Ça a été quoi le déclic? Mis à part le fait qu'il faut donner les diplômes à maman et tout, ça a été quoi le déclic de revenir faire tous ces travaux-là et remonter encore en Europe? En Europe, bon. Quand j'utilise le mot battant, je pense vraiment le mot. Un battant, c'est quelqu'un qui est prêt à tout faire pour atteindre ses objectifs de façon noble, pour pas faire les trucs compromettants. Ce qui fait que quand je creuse les puits, quand je vends au marché, c'est pas pour dire que je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. J'avais de l'argent. C'est pour montrer ta combativité. C'est pas pour montrer seulement ma combativité, mais c'est pour faire le travail. Parce que pour le pouce, par exemple, quand je vendais à la sauvette, c'était un projet avec mon grand frère. Mon grand frère, lui, il est très fort en chimie. Il a fait les études de technologie pharmaceutique et tout ça. Donc, il maîtrise tous les trucs là. On a fait une savonnerie, il fabriquait les trucs et tout. Moi, je suis plus le gars qui va parler, qui va faire le marketing. Le beau parleur. Oui. Donc, il fallait vendre les produits. J'ai été parmi les premiers à enregistrer les premiers clients. Enregistrer le clip dans la radio, mettre le haut-parleur et partir au marché avec. Donc, je faisais ça en 2015. J'ai donc pris les produits, j'ai mis dans le pouce, j'ai enregistré mon texte et tout, j'ai mis sur le truc. Du nouveau Achang, Africano, ça, truc, on vendait les eaux de Javel, les savons, et tout ça. Donc, c'est ça, en fait, je faisais ça. Il fallait créer la clientèle, il fallait commencer à faire démarrer l'activité et tout et tout. Donc, ça, c'est ce que je faisais, par exemple, avec le pouce. Mais dans le puits, c'était un projet de biogaz. Parce que comme je m'étais engagé dans l'élevage des poules et des porcs, je réfléchissais à comment exploiter les excréments là. Et le biogaz, c'est une très bonne alternative. Donc, on prend les trucs, on met dans le puits, ça se décompose et puis le gaz, on peut sortir, on filtre ça et puis ça cuisine. Ça fait l'électricité et tout ça. Donc, je mettais donc sur pied ce truc-là. Il faut creuser donc un puits central pour accueillir ça. Donc, c'était ça. Le projet. J'étais tellement motivé que je me suis mis seul comme ça. J'ai commencé à creuser jusqu'à, c'était 1,50 m sur 90 de diamètre. Et puis, on a fait les installations et tout. Bon, malheureusement, j'ai pas fini ce projet-là. Mais c'est motivant, hein. Oui. C'est motivant de voir ça parce que il y a beaucoup de paresse. Beaucoup sont paresseux en Afrique. Oui, beaucoup ne veulent rien faire, mais veulent tout avoir. Absolument, c'est ça. Tu vois, pour un simple travail comme ça, tu vas dire, il va dire non, mais il veut le gain directement. Oui. Maintenant, toujours dans la même lancée, tu as parlé d'élevage. Pourquoi avoir choisi exactement ces deux secteurs d'activité? D'une part, l'agro-industrie, l'élevage, tout ça, et d'autre part, les crypto-monnaies. Parce qu'il y a beaucoup d'autres secteurs. Pourquoi ces deux secteurs-là? Bon, ce qui s'est passé, c'est que ça a été progressif. Déjà, en partant du Cameroun en 2013, moi, je me battais déjà. Chaque vacances, je partais partout, je marchais partout dans la ville de Garoua, partout, à Bamenda. Partout où j'étais, je faisais toujours mon commerce, je marchais partout, je vendais. Arrivé en Allemagne, la même combativité. Je travaillais partout, vraiment. Si on sort les statistiques de déménagement en Allemagne, je suis au moins dans le top 10. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup qui vont me dépasser. J'ai beaucoup travaillé. Et maintenant, après la formation avec le professeur Jean-Paul Pougala, géostratégie africaine, il nous a enseigné que l'industrie est classifiée primaire, secondaire, tertiaire. Il fallait donc partir du primaire pour évoluer. C'est donc dans cet esprit
qu'on a décidé de mettre sur pied un projet de groupe. Toute la session avec laquelle on avait travaillé, on s'est associé, on a cotisé peut-être, c'était à 60 millions de francs, c'est pas comme ça. On a dit, on va mettre le projet sur pied. C'est moi qu'on a envoyé au pays. C'est ça qui est, parce que moi, je voulais rentrer, et puis le projet a profité. Bon, la fibre était déjà là. Oui. Donc, c'est comme ça que je me retrouve dans l'élevage. On arrive, on commence avec les poules pondeuses, pour exploiter les œufs et ensuite transformer en plusieurs autres produits. Bon, ça arrive, la première bande, c'était pas du tout facile. Mais heureusement, avant de faire demi-tour, 6 mois après, on avait déjà démarré le projet. Et on a confié dans l'équipe sur place là-bas. Bon, quand je suis rentré, ça continuait. On suivait à distance de temps en temps. On rentrait, quand une personne du groupe rentrait, tout ça. Et puis, on a un très bon ingénieur agronome qui nous aidait sur le terrain. Donc, les 6 mois que j'ai passés sur le terrain, j'ai eu 2 choses que j'ai remarquées principalement. La première, c'était que je manquais de repères. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait déjà ce que je veux faire et qui va me dire, OK, ici au pays, voilà. Voilà les pièges à éviter, voilà. Parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs. On a perdu beaucoup d'argent et tout ça. J'imagine les trucs du genre, on fait les hectares, parce qu'on faisait de l'agriculture, les hectares de maïs et tout. Tu demandes à quelqu'un d'aller mettre les insecticides et tout. Et puis tous les maïs meurent. Tout meurt. On dit quoi, on regarde, on voit, il a mis les pesticides plutôt. Il a descendu tout le truc. Bon. Et un autre, on a fait un grand champ de pastèques et tout ça. Au moment de la récolte, les autochtones viennent avec les machettes. Ils disent que partez chez vous. Là, c'était par exemple le Vous n'avez pas eu au départ un accord avec les autochtones? Si, on a payé même 2 fois, en fait. Payé d'abord chez l'autochtone, payé chez le truc, mais quand la récolte se, ils disent que partez chez vous. Bon. Des trucs comme ça. Pourtant, c'est des trucs qui peuvent être gérés en amont même. Mais il faut connaître donc les trucs sur le terrain. Donc, je me suis d'abord rendu compte de ça, un accompagnement. Et de 2, j'étais trop bloqué à un seul endroit. J'avais l'impression que mon monde s'était réduit. Et c'est parce que je n'avais pas encore capté l'importance du numérique. Donc, quand je rentre donc, mes 2 leçons que j'ai tirées, c'est que la prochaine fois que je vais rentrer, bon, le diplôme et tout ça, c'est logique, il faut que j'ai ça. Ensuite, il faut que j'ai un bon parrain au Cameroun qui va me montrer le chemin. Et de 2, il faut que je maîtrise le numérique, que j'introduise bien le numérique dans les affaires. C'est vrai, on avait déjà commencé à faire les vidéos YouTube et tout, mais je n'avais pas encore vraiment percuté la profondeur de la chose. Et ce qui m'a aussi fait me rendre compte de ça, c'est que je m'étais documenté, j'ai compris que les 2 plus grandes sources de richesse dans le monde entier, c'est-à-dire les personnes qui ont vraiment l'argent, c'est la finance et l'investissement. Et je n'étais dans aucun des 2. Nous, on se battait sur le terrain avec nos petits moyens, alors que les gens financent à coups de milliards les projets avec lesquels on va devoir concurrencer sur le marché. Exactement. Il n'y a pas match. Donc, je me suis donc intéressé au numérique. Et je suis tombé premièrement sur le e-commerce. Le e-commerce, j'ai fait ça 2018, 2019, 2020 avec Yomi Denzel, peut-être si tu le connais. On était parmi ses premiers étudiants qui avons intégré sa formation. On a travaillé, ça fonctionnait le e-commerce. On travaillait très bien. J'ai un ami avec qui je suis rentré d'ici à Yaoundé, lui, il est étudiant dans le e-commerce. On a fait le e-commerce, c'était très intéressant, très pertinent. J'ai commencé à me former sur plusieurs compétences numériques. Le copywriting, le marketing digital, le e-commerce, tous ces trucs-là, la création de contenu, tout ce qui va avec. Je l'ai fait. Et en 2018, maintenant, j'entends parler du Bitcoin. Un de mes collègues au travail, je travaillais déjà, lui, il était malade du Bitcoin. Il attendait seulement son salaire pour acheter le Bitcoin. Il dit, mais c'est quoi le truc là? C'était un Espagnol, un Italien, un truc comme ça. Je me suis encore d'Agostino, je connais encore son nom. Il m'a dit, le Bitcoin, c'est l'avenir. Le Bitcoin, c'est l'avenir. C'était en 2018, 2019. Ok, d'accord. Oui, 2018, 2019. Je venais à peine de finir les études. J'ai commencé à travailler. C'est 2019. J'ai travaillé en 2019. J'ai commencé. Et là, maintenant, je pars taper, je fais les recherches. Bitcoin, est-ce que c'est légitime? Je vois donc un interview du PDG de IBM, qui à l'époque disait que le Bitcoin, c'est l'arnaque, c'est le scam. Bon, moi, je dis donc, entre mon collègue avec qui on se bat, qui est beaucoup plus légitime. Qui est légitime, c'est le PDG d'IBM. Je dis donc, ok, je laisse. Il achète son Bitcoin, il l'achète parce que c'était à 2300 € le temps, je me souviens très bien. Parce qu'il mesurait son salaire, si ça peut acheter un Bitcoin. Oui. Incroyable. Donc, on passe dessus. Et puis en 2020, c'est vrai, j'avais un de mes grands frères. Tout ça s'est passé en 2020 en fait. Je retamponne encore la crypto-monnaie de 2 façons. D'abord, mon grand frère, un de mes grands,
Parce qu'en Allemagne, il y a la communauté camerounaise. Et dans la communauté, on a les grands frères. Donc, il y a un grand que j'appréciais beaucoup. Il me parle, il me dit, il y a un truc là, l'Euterum. Acheter tout. Lui, il avait déjà un bon portefeuille. Il était à 40 000 euros et tout. Et en même temps, il y a mon grand frère maintenant qui me parle d'un autre business, une plateforme d'investissement. On dit crypto-monnaie, ils font dans la crypto-monnaie le trading et tout ça. Là, je me dis, maintenant, ok, bon, ça fait un peu trop de crypto-monnaie, je m'intéresse à ça. Faut voir. Je commence à me former et directement, j'ai dit que, mais putain de merde. Ça, tu as perdu le temps. La magie, j'ai perdu le temps. Et heureusement pour moi, je commence à investir dans la plateforme. Il me parle aujourd'hui. Je prends 2 jours à fond dans les recherches et tout. Je valide. Le 3e jour, je fais mes premiers investissements. Et en même temps, je prends une formation. Direct. Dans un institut là-bas du côté du Canada. Il y a un grand frère là, Zoukouli. Bon. Heureusement pour moi, j'ai commencé à me former en même temps. Donc, je comprends vraiment la puissance de la chose. Et c'est comme ça que ça évolue. Donc, avec ça, maintenant, je me retrouve à un moment donné dans un dilemme. Soit le e-commerce, soit parce que c'était un peu trop. Mon boulot, c'est vrai, j'ai fini par démissionner du boulot. Oui. Mais après, même e-commerce et crypto, c'était beaucoup. Il fallait choisir aussi. Donc, j'ai choisi la crypto. J'ai laissé le e-commerce. Donc, je me suis retrouvé dans l'agro-industrie et la crypto-monnaie. Donc, voici pourquoi je fais les 2 secteurs. Un secteur primaire, là où il faut absolument être, et un autre secteur, là où on va puiser les capitaux. Pour investir, c'est très, très bien. C'est ce qui me fait... Bon, c'est un peu long, mais c'est ça le fond du business. Non, mais c'est très bien. C'est très bien résumé. Et je cerne parfaitement ta stratégie. Parce que je vais dire, c'est la même. C'est vrai que je ne suis pas dans l'agro-industrie, mais l'esprit est identique. C'est la même chose, oui. Super, Maintenant, qu'est-ce qui t'a motivé? Parce que le fait d'entendre parler de la crypto-monnaie par ton collègue, par ton frère, et de voir que c'est quelque chose qui existe vraiment, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre le pas? Dans mon cas, par exemple, la motivation était purement financière, ok. Oui, tu vois, j'étais encore à l'université de Douala. Math Info, quand j'ai entendu parler de ça, c'était en 2016. Et c'était avec Émile Sim. Oui, c'était lui. C'est lui qui nous a introduit dans une activité à l'époque où on parlait de ça. C'est ça qu'on dit souvent, même si on parle mal de quelqu'un, comment il a toujours fait un bien quelque part. Donc, rien que pour ça, de m'avoir introduit dans cette activité-là, oui. Donc, du coup, quand moi j'ai regardé, je vois les vidéos, les seules vidéos sur lesquelles je tombais, c'est des gens qui avaient investi sur le Bitcoin. C'était encore à 0, peut-être 1 centime, 2 centimes, et puis $1000 du jour au lendemain. Et moi, dans ma situation, je me dis, gars, je ne vois pas, le devant est flou. Et quand je vois le Bitcoin, je vois une porte d'entrée, je me dis, non, il faut que je me concentre ici. Donc, la motivation était financière. De ton côté, qu'est-ce qui t'a poussé à vraiment t'investir à fond à l'intérieur, au point d'en faire une activité secondaire aujourd'hui? Bon, d'entrée de jeu, ce qui m'a fait réellement m'intéresser à ça, c'est parce que c'est mon grand frère qui m'en a parlé. Il m'a parlé de la plateforme d'investissement. Et c'est la même plateforme d'investissement, c'était la plateforme de Sim Parfait. Mon grand frère, il est très intelligent. Donc, quand lui me dit quelque chose, c'est qu'il a analysé. Il y a le facteur confiance aussi. Il a analysé il ne fait pas rien pour rien. Lui, il est dans les détails toujours, vraiment moins les détails. Donc, dès qu'il m'a dit ça comme ça, j'ai fait mes recherches, oui, mais j'étais d'accord convaincu que non, c'est propre. Et quand je suis entré, heureusement, j'ai commencé à me former en même temps. Et là, j'ai vu vraiment la puissance de l'affaire, parce que j'ai compris réellement que on a réussi à décentraliser le monde entier. Ça veut dire que les problèmes que j'ai pour transférer l'argent, parce qu'en même temps, j'avais commencé à faire un business dans ça aussi. Parce que dans la communauté de cette plateforme, il y avait beaucoup de business. Et moi, je me suis positionné comme un des leaders de l'Europe, Angleterre. Et il y avait donc beaucoup de transactions. J'ai un très bon ami du côté de la Guinée-Conakry qui m'a introduit dans ça. Le business avec les bitcoins, acheter, vendre, acheter, vendre. L'achat-vente, oui. L'achat-vente, oui. C'était extraordinaire. Et quand j'ai vu donc la portée de la chose, j'ai dit, non, l'affaire, si ça n'a pas de limite, tu peux être partout, tu fais. Il y a beaucoup de ramifications. Tellement de ramifications. Donc, c'est tout ça qui m'a séduit. Et je me suis dit, c'est exactement ça. S'il faut donner les armes aux Africains pour qu'ils se défendent, la crypto-monnaie, c'est l'arme idéale. Exactement. Le e-commerce dans lequel moi, j'étais à l'aise parce que j'avais les accès bancaires, j'avais les cartes de crédit en Europe et tout ça. Mais quelqu'un qui est ici, en Afrique, c'est différent. Compliqué. Très compliqué. Très compliqué. Pourtant, la crypto, tout le monde prend son téléphone et on est dans la crypto. C'est pour ça que moi, j'ai choisi ça parce que dans tout ce que je fais, j'ai toujours 3 phases. Première phase, j'apprends. Deuxième, je pratique. Troisième, j'enseigne. Tu es très méthodique. J'enseigne toujours, oui. Quand je fais quelque chose, j'enseigne toujours. Donc, c'est pour ça que je fais les vidéos, c'est pour ça, etc. D'accord. Donc, c'est ça qui me fait caler sur la crypto et dire que c'est ça vraiment qui peut me permettre de réaliser mes objectifs. D'accord.
Ça a été quoi tes difficultés au début de ton apprentissage? Parce qu'il faut dire, peut-être à cette époque, c'était en 2021, 2018, 2019, 2020, quand j'ai 2020. commencé à m'engager, oui. Oui, il n'y a pas encore beaucoup de contenu Oui. comme à l'heure actuelle. Tu es un des acteurs de cet écosystème, mais à cette époque, il n'y en avait pas beaucoup. Ouais. Ça a été quoi tes difficultés pour en apprendre plus? Bon, est-ce que j'ai eu des difficultés? Pour apprendre, je ne peux pas dire que j'ai eu des difficultés. Parce que quelqu'un peut dire peut-être il a eu des difficultés financières pour financer les formations. Je n'en avais pas, j'ai quand même pu avoir accès aux formations. Les vidéos YouTube, il y en avait également. Parce qu'à cette époque, Elvis Conjo, par exemple. Oui, il est même où? Il est actuellement en Italie, il fait un doctorat sur la blockchain. Il a fait un doctorat sur les smart contracts. Donc, il est très loin. On travaille, on a des projets ensemble qu'on est en train de faire. Certainement, on va m'en parler, une plateforme d'échange qu'on est en train de faire. Donc, lui également, il m'a beaucoup aidé parce que j'ai également pris sa formation quand je suis rentré au pays en 2021. Il m'a formé également. Je me suis également formé à GIT. Donc, je prenais un peu toutes les formations que je voyais. Ce qui fait que si j'ai des difficultés, je ne pense pas, parce que, je ne vais pas appeler ça difficulté, parce que pour moi, c'est des challenges normaux. Oui. Moi, je finissais le boulot, toute la journée au boulot, je travaillais comme un malade. Je rentre à la maison, je bosse encore comme un malade sur le e-commerce. Et puis, je n'ai pas de problème avec ça. Ce qui fait que même la crypto, apprendre, ça n'était pas compliqué. Donc, je ne peux pas dire que j'ai eu des obstacles, des difficultés. Bon. Et tes premiers investissements, c'était fructueux ou bien c'était un flop? C'était quand même catastrophique. J'ai fait beaucoup d'erreurs au début. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Mes premiers investissements, comme je disais d'abord dans la plateforme, là. Dans la plateforme, j'ai investi quand même un montant assez intéressant. Et j'ai commencé à acheter le Bitcoin, l'Ethereum et tout ça. Je suis entré dans la DeFi. Bon, là-bas, j'ai fait des erreurs qui m'ont fait perdre de l'argent ici et là. Vraiment, ma plus grosse perte, c'était peut-être 3 000 € que j'avais fait une mauvaise opération comme ça. Donc, c'était mes premiers investissements. C'était principalement le Bitcoin. Comme ça que j'achetais, vendais et tout ça, oui. Donc, c'était là-bas mes premiers investissements. Comment est-ce que ton entourage a pris cette décision? Tu sais que quand on commence à investir sur le numérique, oui. Surtout du point de vue africain, je vais te dire même plutôt pour ici, à l'époque, nous sommes habitués à parler du franc CFA tous les jours. Et puis du jour au lendemain, tu vois ton pote, tu lui dis, j'ai eu $200 hier nuit. Lui, il ne comprend pas bien. Il se dit que le dollar, là, c'est l'effet man. Oui, c'est comme ça. C'est ce qu'on disait. Oui. Ton entourage, ils ont pris ça comment? Les parents? Bon. Les parents n'ont jamais compris. Ce n'est que maintenant que les parents comprennent. Les parents ont compris. Les parents, ma philosophie d'abord, c'est que si j'explique quelque chose à quelqu'un et qu'il ne comprend pas, c'est que c'est moi qui explique mal. Oui. Parce que si tu veux que quelqu'un comprenne ce que tu expliques, il te faut te placer sous la perspective de la personne. Exactement. Moi, quand je vois mon père, il a déjà plus de 60 ans. Je vais venir commencer à lui dire que le Bitcoin, tout. Ce qui fait que mon père, par exemple, sans me comprendre, il m'a quand même toujours soutenu. Si tu es convaincu et tout, vas-y et tout, mais sois toujours prudent et tout ça. Mais quand mon père j'ai vu le nom de mon père dans la formation gratuite du CIA. C'était après mon passage, j'avais fait je suis passé plusieurs fois dans les télévisions et tout ça. Quand on a commencé, il a vu les passages dans les télés et tout. Et c'était pour un événement qu'on organisait, bon, parce que je travaille avec le groupe d'Ampulo. Quand il a donc vu tout ça, il a dit, mais peut-être l'affaire là, l'enfant est sérieux, oui. Il a compris. Ma mère, elle a compris depuis. Bon, je ne vais pas dire qu'elle a compris, mais elle m'a toujours suivi, pas seulement soutenu, mais suivi également. Bon, sur les mères, les mamans font toujours comme ça. Toujours. Bon, maintenant, le reste de l'entourage, il y en a qui m'ont suivi. Ce qu'il faut d'abord noter aussi, c'est que c'était pas... j'ai toujours été très engagé. Donc, même quand je dis je vais rentrer au pays, les gens étaient habitués à ne pas me comprendre. Et j'avais aussi développé quand même un certain leadership dans la communauté, l'entourage et tout. J'ai travaillé beaucoup. Donc, même ces questions d'argent, je me battais quand même un peu et tout ça. Ce qui fait que quand tu vois quelqu'un qui a l'air de s'en sortir et tout, quand il parle, c'est pas tout, même si tu n'es pas tout à fait d'accord, on va quand même un peu essayer de comprendre et tout ça. Ce qui fait que j'ai pu ramener beaucoup de personnes d'abord dans la plateforme d'investissement là, et ensuite dans la crypto-monnaie aussi. Mais il y a quand même des personnes qui ont été sceptiques aussi. Mais c'était pas beaucoup. Il y avait une mouvance ce temps-là. Parce que la plateforme dans laquelle j'investissais, ça donnait également. Ça bougeait, oui, ça bougeait. Donc, c'était difficile que quelqu'un ne croie pas.
Tu ne crois pas comment quand tu vois l'argent. Ça se voit sur toi. Partout. Donc, c'était compliqué. Ce qui fait que je suis en train de réfléchir même. C'était peut-être des personnes qui s'étaient déjà fait arnaquer depuis, qui jouent encore un peu au dur et tout. Mais sinon, la plupart de mon entourage, c'est intéressant. J'ai quand même quelques amis qui n'ont pas mis les pieds là-dedans. Mais même jusqu'aujourd'hui encore, la semaine passée, il y a 2 de mes amis depuis qui te relancent. Maintenant, oui. Ah, ok. Parce qu'ils voyaient la constance dans le travail, ils voyaient des trucs et tout et tout. D'accord, c'est ici, super. je ne veux pas dire qu'il y a eu un gros scepticisme autour, parce que les personnes autour de moi étaient quand même aussi préparées déjà à ce genre de choses avec moi. D'accord. Ouais. Aujourd'hui, tu es responsable d'une société. Voilà, tu abordes même les initiales sur ta belle chemise. Ouais, voilà, tu as lancé un programme, Shitcoin Master. Moi, j'aime le nom. Oui, c'est très bien pensé. Shitcoin Master. Oui, ce programme consiste en quoi? C'est quoi Shitcoin Master? Pourquoi avoir lancé ce programme-là? Bon, Shitcoin Master, en bas, on a écrit le programme ultime pour gagner des millions avec les shitcoins. Oui. Bon, le programme Shitcoin Master, c'est un programme qu'on a mis sur pied de A à Z. Quand je commençais la crypto, les shitcoins, c'était vraiment de la merde. Parce que dans la première formation que j'ai suivie, par exemple, les shitcoins, c'était totalement, presque interdit d'investir là-dessus. Jusqu'à ce que l'un d'entre nous dans le programme mette, je crois qu'il a mis peut-être $1 500 sur le Shiba ou un truc comme ça. Il est sorti, ça avait $40 000, ça fait combien? Pourtant, on était clair que le Shiba, on n'y touche pas. On ne touche pas. Bon, ça attire déjà l'attention. Et puis, avec le temps, j'évolue dans la crypto, je fais le trading, je fais la finance décentralisée, je fais tout. Et je m'intéresse un peu aux shitcoins. Je me rends compte maintenant sur les shitcoins qu'il y a tellement de désordre que chacun fait ce qu'il veut. Et j'y vais. Et je trouve le courant passe. Je pense aussi que c'est parce que moi, j'aime beaucoup le risque. J'aime vraiment là où c'est... J'aime les sensations fortes. Les sensations fortes, oui. C'est d'adrénaline. L'adrénaline, il doit avoir ça pour que ça fonctionne. Et en plus encore, les shitcoins, tu peux créer ton propre projet. Et ça fonctionne parce que c'est pas comme les projets classiques où quand tu vas créer un projet comme Solana, par exemple, moi, je cherche à savoir tu es qui, tu as fait quoi, il faut lever les fonds, il faut... Les shitcoins, tu peux faire un désordre et puis tu crées un truc pour couronner le désordre là. Et si ça plaît aux gens, ça cartonne. Oui. Ça me plaît beaucoup. Bon, ça c'est pour moi personnellement. Autre chose, c'est que dans la communauté, parce que j'ai formé beaucoup de personnes, bon, quand je dis c'est toute l'équipe, CIA, c'est 23 personnes. Waouh. Dans plusieurs pays, on s'est rendu compte que les gens adorent les shitcoins. Donc, quand je dis les shitcoins, il faut voir le truc. Les 2 choses qui amènent le plus les gens dans la crypto, ce sont les arnaques et les shitcoins. Oui. Les gens adorent les arnaques. Vraiment, les gens adorent. Et ça, il faut le dire. Les gens adorent c'est la vérité. Se faire arnaquer. Et même scientifiquement, empiriquement, ça a été prouvé que si, après 6 mois, on lance le même scam, ça va fonctionner, normalement. Bon, ça, c'est une chose que j'ai constatée. Deuxième chose, c'est que les gens adorent ces shitcoins-là. Et je me suis donc dit, OK, à quoi bon? Parce qu'il faut toujours voir la perspective. Si tu veux parler à quelqu'un, il faut se mettre sur son point de vue. Si je veux donc amener les gens dans la crypto, à quoi ça m'essaie de venir les cogner à tête avec Bitcoin, quand ils n'entendent pas ce langage? Alors que je peux venir dire shitcoin, ils viennent tous. Et dans shitcoin maintenant, parce que moi, dans nos formations du CIA, on fait un lavage de cerveau. Tu vois, si tu suis nos formations, tu vas voir, on commence toujours par le mindset et la motivation. Là où on prépare vraiment les personnes psychologiquement. Et quand les gens entrent donc dans ça, même s'ils sont venus avec l'impression qu'ils vont acheter un truc au hasard, ça va cartonner, ça les calme. Temporise. Et puis commence à comprendre qu'en fait, le truc, c'est toujours sérieux comme le Bitcoin. Donc, tu vois, c'est aussi quand même une stratégie marketing justement, qui permet d'avoir un maximum de personnes. Parce que quand on fait les vidéos sur les shitcoins, tu as vu, j'ai fait TikTok, shitcoin, c'est à 74 000 trucs. Je n'ai jamais fait une vidéo qui a fait 74 000 en une semaine. C'est ce que les gars veulent. C'est ça que les gens veulent. Donc, il faut leur servir ça, mais maintenant emballer de façon à ce que ce ne soit pas destructeur pour eux, mais que ce soit plutôt constructif. Non, ma question, est-ce que cette formation est adaptée à tous les profils? J'entends, quand je parle de profil, je parle de, par exemple, toi, tu es prédisposé au risque. Oui. Énormément. Ça veut dire que tu investis, tu mesures, je peux me permettre de perdre ça, tu vois. Mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas comme ça. Ils préfèrent beaucoup plus l'aspect sécuritaire. Ça veut dire que si lui vient investir, la première question c'est,
j'ai mis mon argent ici, ça peut me donner l'argent. Tu dis oui. Et puis il dit, et si mon argent baisse, je fais comment? C'est ça le truc. Oui. Et il est capable de t'appeler chaque jour. Oui, oui, c'est Comment est-ce que vous faites à la CIA bon, pour gérer ça? déjà, bon, je donne aussi même le secret à tous les autres éducateurs crypto. La formation gratuite qu'on met à disposition, ça sauve. Parce qu'avant, je souffrais tellement. Il fallait expliquer aux gens. C'était compliqué. Donc, à un moment donné, je me suis dit, mais papa, si je mets tout ça dans une formation bien faite, parce que la formation gratuite, là, quelqu'un qui s'assoit, avec ça, il peut s'en sortir sur le truc. On a vraiment tout donné là-bas. Juste que c'est un condensé tellement que pour t'en sortir plus facilement, il te faut un accompagnement où on va détailler maintenant chaque partie, oui. Parce que dans la formation gratuite, on met tout. Que ce soit le fondamental, l'analyse technique, la finance décentralisée, les shitcoins, on met tout là-bas dedans. Ce qui fait que quelqu'un qui entre dans la formation gratuite, c'est gratuit, il a toutes les informations là. Seulement, je ne gère pas ça. Dès qu'il entre, il se forme. Après, maintenant, lui, il fait son choix. Parce que là-bas, j'explique clairement que si tu es comme ça, le trading peut être intéressant pour toi. On fait un peu la pratique du trading. Si tu es comme ça, c'est ça. Donc, généralement, quand les gars me contactent pour prendre les formations, ils ont déjà une idée de ce qu'ils veulent. Voilà. Quand j'ai suivi la formation gratuite, je veux faire le trading. Je veux crypto. C'est une très bonne idée. Moi, ça m'a soulagé, j'ai dit. Donc, voilà, en fait, comment je fais. Donc, maintenant, pour entrer dans les détails, c'est adapté à tout le monde, mais il faut savoir quand même s'y prendre. Parce que les meme coins, le fait que ça monte, ça descend, ça tente trop les personnes. Même quand tu essaies d'être discipliné, à un moment donné, tu peux lâcher croyant que c'est celui-ci qui va cartonner. Donc, dans le programme de formation, on introduit le money management. Bon, déjà, la psychologie, on le fait. Et puis, le money management. Si, par exemple, tu as tes $100, tu vas aller peut-être avec 10 dollars 10 fois. Et puis, tu te mets également un risk-reward ratio, genre, tu es prêt à gagner combien x2, tu es prêt à perdre moitié pour gagner x2, des trucs comme ça. Donc, il y a ces règles-là qui permettent, donc, pour ceux qui suivent, parce que la plupart des personnes ne vont pas suivre les règles-là. Et c'est ça qui fait l'échec de beaucoup de personnes dans l'écosystème. Ce n'est pas facile de suivre les règles-là. C'est que le contrôle des émotions, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, il y a des personnes, ils ne suivent pas les règles, ça se passe bien. Il y en a qui ne suivent pas, ça se passe mal. Mais ceux qui suivent les règles vraiment et qui comprennent que les plus grands gagnants sur le marché ne sont pas ceux qui font les gros coups ou ceux qui ont le capital, mais plutôt ceux qui sont sur le marché sur le long terme. Là, ils restent sur le long terme et leur temps arrive. Oui. J'allais même revenir sur cette question de long terme parce que tu en as parlé sur une de tes vidéos. Quand tu parles de long terme pour quelqu'un qui investit, tu parles de combien de temps? Bon, ça va dépendre, chacun a son long terme. Il y a les gens, ils ne voient pas sur plus de 1 an. Il y a les gens, ils ne voient pas sur plus de 10 ans. Il y a les gens, ils voient sur 30 ans, sur 50 ans. Donc, quand j'ai quelqu'un en consultation, je fais ce qu'on appelle l'anamnèse. Donc, je vais étudier son profil complètement. C'est qui, il fait quoi, quelles sont ses capacités financières, c'est quoi. Et selon donc les informations que j'ai, je vais donc pouvoir définir avec lui ce que c'est que son long terme. Exactement. Bien entendu, dépendamment aussi, parce que long terme, ça va généralement être le Bitcoin. Moi, long terme, ça va être le Bitcoin. Donc, je vais lui expliquer également les cycles, les trucs comme ça et tout. Donc, ça, c'est... Très bonne stratégie. Tu es très méthodique. Oui. J'apprécie ça. Mis à part le narratif des mêmes coins, pour ceux qui ici, on a une pléthore, je crois qu'on en a 4 ou 5. Est-ce que tu as investi dans un autre secteur, dans un autre narratif? Oui. En restant toujours dans les cryptos, dans un autre narratif, est-ce que tu investis dans un autre narratif? Oui, moi j'investis partout. J'investis dans les... J'ai mes stratégies. Bon, Bitcoin déjà c'est d'office. Oui. C'est la base. Bon, j'investis également dans les cryptos. Bon, Solana, j'investis beaucoup également là-bas, Ethereum, de toutes les façons. Il y a des projets également comme Tao. Bon, moi je cherche des projets qui vont être d'office utilisés dans le futur. Et si je parviens à avoir un leader assez tôt, je prends et puis je reste sur le truc. Ça, c'est une chose. Maintenant, ça, c'est le narratif de l'investissement et tout. Moi, je suis un entrepreneur. Ce qui fait que dans l'écosystème, ce n'est pas seulement investir qui me donne l'argent. Je vends par exemple les cryptos. Ça donne également. Beaucoup de personnes ne connaissent pas, mais c'est violent. Actuellement, je ne peux pas même une masterclass sur le sujet. Sur le sujet, ok. Oui, l'achat-vente des cryptos. J'ai vu ça, j'ai vu le post. J'ai vu le post. Donc, ça, c'est un narratif, par exemple, qui me rapporte également de l'argent. Un autre narratif également, c'est d'être, parce que ça, c'est le narratif de l'entrepreneuriat dans l'écosystème. Il y a le narratif aussi d'être un acteur de l'écosystème.
Donc ici, par exemple, j'ai parlé d'Elvis Conjo, avec qui on travaille sur la plateforme Quasix, qui est un exchange. Bon, on va commencer tout petit, avec juste un P2P, puis un OTC. Avant de dérouler. Avant de dérouler. D'accord. Donc là, on a travaillé dessus. Elvis Conjo, lui, c'est l'expert, c'est l'un des meilleurs en... Je suivais un peu ses vidéos en 2021, 2022. Quand il était impliqué dans la DeFi. Oui. Oui, il a fait beaucoup de vidéos. Beaucoup. Parce qu'à ce moment-là, moi, je n'avais pas trop le cœur. En fait, depuis que je suis dans l'écosystème, je n'avais pas encore pris sur moi d'avoir le cœur de faire beaucoup de vidéos. Ok. Et là, je tombais sur quelqu'un qui donnait vraiment du bon contenu. Oui, je t'apprécie. Oui, je regarde parce que j'apprécie de voir l'effort. Et vraiment, il est entré dans les détails. L'une des vidéos qu'il avait faites sur PancakeSwap. Ouais. J'ai envoyé ça parce que j'avais les gars que je suivais, que j'avais mis dans la DeFi et tout. Et pour m'éviter même de trop travailler, quand j'ai vu sa vidéo sur PancakeSwap, j'ai pris le lien, j'ai envoyé au gars. Il dit que la vidéo aussi, c'est une pépite. Regardez ça. Oui, c'est quelqu'un qui est, il est très bon. Il est très fort. Donc, il y a également ce narratif qui est, parce que, bon, en réalité même, c'est le narratif le plus puissant quand tu es un acteur de l'écosystème. Parce que, bon, pas pour me moquer de qui que ce soit et tout, mais lors de la ruée vers l'or, ce sont les vendeurs de pelles qui se font le plus d'argent. Exactement. Vous voyez. Parce que aller chercher l'or, tout le monde ne va pas trouver l'or. Chacun peut trouver l'or, mais tout le monde ne va pas trouver l'or. Exactement. Pourtant, le vendeur de pelles, mon frère, il est posé. Si tu trouves l'or, c'est pas son problème. C'est pas son du moment que tu prends une pelle, c'est bon. Oui. Maintenant, ce que moi j'essaie de faire, ce qu'on essaie de faire quand même pour ne pas, pour impliquer la communauté, parce que c'est très important pour nous d'impliquer la communauté. On reste toujours dans l'optique de, parce que avec le temps, on s'est rendu compte que tu peux essayer d'aider un maximum de personnes, tu ne peux pas aider tout le monde. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on les aide. Il y a des gens que tu ne dois même pas tenter d'aider. Sinon, c'est toi qui vas tomber. Exactement. Maintenant, donc, dans la communauté, un projet comme Quasix, par exemple, on implique certaines personnes. Il y a des personnes dans la communauté qui se démarquent. À ces personnes, on va dire, OK, on a un projet qu'on est en train de mettre sur pied. Celui qui veut mettre un billet, il met un billet. Il peut mettre $1000, il peut mettre combien de dollars, il peut mettre. Même avec les shitcoins, on a fait ça. On avait lancé le shitcoin Kasongo au CIA. Oui. Ce sont les membres de la communauté qui ont mis chacun $500, $100, l'autre $1000, des trucs comme ça. On a rassemblé, on a fait le projet, c'est sorti ce que c'est sorti. Donc, on essaie quand même d'impliquer certains membres de la communauté qui se démarquent pour que quand ce genre d'initiative morde vraiment, qu'on n'ait pas juste le CIA et les fondateurs du CIA qui émergent, mais qu'on ait quand même un certain nombre de personnes engagées et qui ont vraiment voulu évoluer, qu'on les voit vraiment émerger. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fait pour que le vendeur de pelle ne soit pas seulement le truc, mais plusieurs personnes. Oui. Exactement. Donc, c'est ça. Quand j'écoute ton récit, j'ai fait un livre, 50 techniques pour devenir crypto-millionnaire. Wow. En fait, le résumé du livre même va dans le sens de ce que tu es en train de raconter. Oui. J'ai essayé d'énumérer 50 façons différentes de rester dans l'écosystème des crypto-monnaies et de se faire de l'argent. Pas forcément toujours en investissant. Tu vois, tu peux être un acteur de l'industrie, tu peux rester même dans l'achat-vente, être l'intermédiaire juste. Voilà. Donc, trouver l'acheteur et le vendeur et rester sur tes commissions. Oui, absolument. Voilà. Bon, j'ai vu une vidéo qui m'a un peu fait rire quand même. J'ai voulu mettre cette question-là. J'espère que c'est pas ça. La question c'est... Non, attends. Ok. Est-ce que, entre vendre, est-ce que tu préfères vendre tes bits? Si on te demande de vendre, on te demande deux choses aujourd'hui. Soit tu vends des bitcoins, soit tu préfères chanter en indien. Je préfère chanter en indien. Chanter en indien. La vidéo là m'a fatigué. Je ne sais pas d'où l'inspiration est sortie, mais j'ai dit, mon frère, papa. Aïe, je suis resté comme ça, j'étais voir, tu l'as dit que, le gars, c'est, tu as pris l'inspiration. Parce que j'essaie de voir, souvent quand les gars créent les contenus, bon, c'est un peu, on prend l'inspiration un peu ailleurs, mais j'ai pas vu ça ailleurs. Je me suis dit que ça, c'est beaucoup d'inspiration. Bon, le jour là, je discutais avec ma femme et on parlait d'une de mes tantes qui était venue chez nous à Garoua quand on était petit. Et elle nous avait saoulé avec la musique indienne. Donc la musique qu'elle chante là, c'est une musique depuis que je suis enfant que je suis ça. Et ce jour-là, maintenant, je me suis dit, OK, je préfère chanter en indien que de vendre mes bitcoins.